Très brièvement, parce qu'on aimerait inviter Eugénie à venir, mais peut-être je sais qu'il y en a qui viennent pour la première fois ce soir. L'Émergence est une branche un petit peu d'une organisation internationale, les Brahma Kumaris. L'intention est pour nous souvent de nous offrir un espace d'expérience, un espace de réflexion. L'expérience augmente avec la réflexion et la réflexion s'améliore avec l'expérience. Donc, c'est un peu l'espace qu'on espère créer à l'Émergence. On enseigne la méditation, on a des ateliers sur les valeurs, sur la vie, le sens et le non-sens de la vie. Les deux sont importants. Et on aime réfléchir, on aime méditer. Surtout, on aime essayer de voir comment s'améliorer dans la vie, améliorer son caractère, sa personnalité et contribuer de cette façon à améliorer le monde, un individu à la fois, une pensée à la fois. Moi, je m'appelle Eric, ça fait très longtemps, peut-être trop longtemps que je suis là, je ne sais pas, mais ça fait pas mal longtemps. Aussi longtemps que le tapis, je pense, à peu près. Ça vous donne une idée. Et j'aime encore ça va, il y a des très bons moments. J'aime beaucoup partager le mercredi d'habitude. On ne pouvait pas passer à côté de la journée mondiale des femmes aujourd'hui, puisque les Brahma Kumaris, Kumaris, ce sont les filles. En fait, Kumaris veut dire les filles de Brahma. Et l'organisation ayant été fondée par Brahma, que vous voyez ici, au départ, dans les années 30, très rapidement, la vision que Brahma avait pour l'organisation, qui était vraiment une institution assez unique au départ, était de donner aux femmes l'occasion de devenir des leaders spirituels. Et en Inde, dans les années 30, c'était évidemment assez révolutionnaire comme pensée. Et très rapidement, il a dédié toute sa fortune à un groupe de jeunes femmes, très très jeunes, qui avaient à peine dans la vingtaine, même des fois moins de 20 ans, et qui ont pris en main cette organisation et qui en ont fait au départ une école. Il y avait carrément une vraie école avec des bureaux pour enseigner aux jeunes. Et au début, ils avaient à peu près 300 femmes, une centaine d'hommes, qui se sont isolés pas mal pendant plusieurs années pour mettre en pratique ces enseignements qu'on appelle le Raja Yoga et voir si vraiment d'abord ça fonctionnait. Alors, ils ont pratiqué ce qu'on appelle la conscience d'âme, la méditation, la réflexion. Puis ça a beaucoup évolué au fil des ans. Et progressivement, suite au décès de Brahma en 1969, l'organisation est devenue une organisation mondiale, affiliée aux Nations Unies de différentes façons maintenant, rejoint énormément de cultures, de traditions différentes. Donc, c'est beaucoup adapté selon l'environnement dans lequel elle a grandi. Et aujourd'hui, ça reste probablement une des plus grandes organisations mondiales spirituelles, dirigées par des femmes, principalement par des femmes. Et l'intention du fondateur était de reconnaître que les valeurs féminines et les femmes ont une caractéristique unique qui permettent un autre dialogue. Et l'exemple que j'aime bien donner souvent, c'est si on envoie un homme discuter avec un chef d'État masculin, vous pouvez très bien imaginer le genre de discussion, le look, ce qui n'est pas un reproche, hein, c'est juste une réalité. Par contre, vous présentez un chef d'État, une grand-mère, toute gentille, qui vient avec son petit pot de bonbons, et ça n'a pas la même discussion. Et j'ai une grand-mère parce qu'aujourd'hui, les dirigeantes ont à peu près en moyenne d'âge 90 ans, et la dirigeante des Brahma Kumaris, ça a 101 ans aujourd'hui. Donc, c'est une femme âgée, mettons. Et toutes nos dirigeantes sont de plus en plus âgées. Elles étaient, comme je vous dis, dans la vingtaine en 1936-40. Faites le calcul, c'est des personnes âgées. Mais la structure est restée très féminine aussi. Alors ce soir, ça va être intéressant parce que c'est un homme qui va interroger une femme pour la journée mondiale de la Journée internationale de la femme. Et j'ai vraiment le plaisir d'inviter Eugénie à venir ce soir, Eugénie Francoeur. C'est une amie, alors Eugénie vient, on va faire ça on s'est dit qu'on allait faire ça, mais vraiment comme si on était à la maison. J'ai invité Eugénie, on vient de manger ensemble chez moi, on se connaît bien. Bonsoir Eugénie. Eugénie travaille d'abord, a travaillé longtemps au même endroit que moi. On a tous les deux été à Radio-Canada. Moi j'y suis encore, Eugénie a fait plusieurs années, elle était
à Radio-Canada à Londres, en Angleterre. Elle a travaillé ici à Montréal. Elle a travaillé beaucoup à la radio. Elle a fait beaucoup de séries radio qui sont fascinantes, qui sont encore sur le web, je pense, Oui, avec tout à fait. des entrevues vraiment intéressantes. Je vous invite à googler, là, Eugénie Francoeur, Radio-Canada. Il y aura plein de choses. Et Eugénie a beaucoup évolué. Elle a été très impliquée ici au Centre L'Émergence pendant plusieurs années. Et elle a été ma voisine. On était voisins. On a travaillé ensemble. Et on est restés vraiment très, très, très bons copains. Eugénie a progressé. D'ailleurs, je n'ai pas trop présenté Eugénie. Je vais lui demander d'abord de nous résumer sa vie en 5 minutes. C'est le grand luxe comparé aux 2 minutes des nouvelles. Avant, les femmes savent faire ça, les hommes ne peuvent pas faire ça. Mais là... Et en ce moment, Eugénie a beaucoup aussi œuvré au niveau humanitaire. Je pense que c'est un peu sa fibre hein, qui a été très liée à la spiritualité, toute sa démarche spirituelle, sa carrière professionnelle, mais qui ensuite s'est métamorphosée dans un espace plus humanitaire de travailler pour les autres, les jeunes surtout. Et aujourd'hui, donc, elle est devant Radio-Canada, pas loin, dans une maison de théâtre pour jeunes où elle est la présidente de la fondation. De directrice. Directrice, qu'est-ce que je dis? Directrice, c'est ça. Et qui est directrice dans la fondation de la maison de théâtre des jeunes ici à Montréal. Alors, j'arrête là. Ta vie en 5 minutes, Eugénie. Ma vie en 5 minutes. Tout d'abord, bonsoir tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Merci, Éric, pour l'invitation. Merci pour le bon repas aussi. Oui, écoute, tu m'en diras après digestion, si ça, si tu me remercies toujours. Ma mère est là. Oui, oui, j'ai remarqué, maman est là. Mais je ne savais pas, moi, que ma mère serait là. Ah bon, des belles surprises. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Ma vie en 5 minutes. Je suis la seule fille d'une famille de 5 enfants, donc j'ai grandi avec des hommes, avec des garçons. Une des caractéristiques qui me définit assez jeune, c'est mon envie de voyager. J'ai choisi le travail de journaliste pour pouvoir voyager. Donc, j'ai beaucoup voyagé aux 4 coins de la planète, et pour le travail, et pour mes intérêts personnels, et pour des projets humanitaires. Et je continue à voyager. Donc, ça, c'est vraiment Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais ça, c'est vraiment le fil conducteur de ma vie. C'est les voyages, et les voyages autant intérieurs que les voyages extérieurs. Donc, les 2 types de voyages. J'ai voyagé pendant presque 5 ans, entre 22 puis 27 ans à peu près, avant de décider un jour de devenir journaliste. Et ce qui m'a incité à devenir journaliste, c'était la liberté, les rencontres avec les gens. Pas de routine, communiquer. Moi, je pense que ce que j'aime le plus dans la vie, c'est d'être capable de transmettre quelque chose, donc sous une forme ou sous une autre. 20 ans à Radio-Canada, 6 années à Londres, 4 ans dans l'Ouest canadien. D'ailleurs, on était dans l'Ouest canadien à peu près au même moment. Pendant que j'étais dans l'Ouest canadien, j'ai découvert via Radio-Canada les Brahma Kumaris. J'avais fait un reportage sur la méditation et je suis tombée dans la potion. J'ai médité intensément, beaucoup, pas mal, pendant 12 ans. À Londres, Radio-Canada me transférait à Londres, puis au même moment, j'arrivais chez les Brahma Kumaris, puis les quartiers généraux des Brahma Kumaris sont à Londres. Alors, j'ai beaucoup baigné près de Daddy Yankee et autres, ces autres grands personnages féminins et autres. Je suis revenue ici, à l'invitation d'Éric. Je me suis occupée du centre pendant quelques années, poursuivie à Radio-Canada. Et il y a quoi, 7-8 ans à peu près, ma vie a pris une autre tangente. J'avais envie, j'avais besoin, mon appel profond de mon cœur désirait aller explorer autre chose. Et le autre chose, dans mon cas, c'était la famille. Donc, j'ai rencontré un homme absolument merveilleux. On s'est mariés. Et on a adopté des enfants. Voilà. Fait qu'on a adopté 2 grands-enfants il y a 3 ans et demi, presque 4 ans bientôt, qui ont aujourd'hui 11 et 15 ans, mais quand on les a adoptés, ils avaient 7 et 11 ans. Et ça, vraiment, là, ça, c'est vraiment une expérience du féminin en application. Là. On va y revenir à toute cette Oui, on va y revenir. Ça, hein? c'est le plus grand défi de ma vie. Faire des reportages à l'autre bout du monde, c'est facile comparé à être à la maison tous les jours avec des enfants.
C'est un autre type de résilience. Et, je sens une approbation généralisée chez les femmes de la salle. Mini sourire du côté des hommes. On va explorer ça tout à l'heure. Et lorsqu'on a adopté les enfants, la DPJ avait exigé de nous que l'un des deux parents reste à la maison pendant au moins 2 ans. Dans mon cas, ça s'est transformé à 3 ans parce que le besoin était là. Puis on avait une famille à créer, 4 éléments disparates à essayer de faire fitter ensemble. Et là, ben, la famille va bien, les enfants vont bien. Puis ben, je suis retournée au travail depuis 6 mois. Et j'ai un nouveau beau défi qui s'appelle la Fondation Maison Théâtre, où notre objectif, c'est d'offrir le théâtre, les arts, l'accès aux arts, comme outil de développement, comme outil d'intégration sociale pour les enfants défavorisés. Donc, c'est là que je suis rendue dans... Écoute, il te reste encore 1 minute. Il me reste encore 1 minute. Mais on parle de la Journée mondiale des femmes. J'aimerais savoir... Moi, je te connais assez pour savoir que, bon, ça, c'est le cheminement extérieur. Oui, oui. Intérieurement, moi, j'ai eu la chance de te connaître dans différentes facettes, je dirais, d'affirmation, de certitude, de doute, de bonheur, de questionnement. Ça a été tout un parcours aussi intérieur assez intense. Je pense à une vie intense. Tu as réussi des belles choses intérieurement. Et moi, je pense que c'est ça, quand tu dis que tu aimes communiquer, tu aimes offrir. Si tu avais, quand on parle surtout, bon, on veut aller dans le domaine spirituel de la Journée internationale de la femme, quand on parle de cette Journée internationale de la femme, toi, qu'est-ce que tu ressens en tant que femme, mais en tant qu'être spirituel aussi, dans un corps de femme? Comment se fait cette équation dans ta tête? En 2 minutes. Là. Non, là, tu peux prendre le temps que tu veux. Je vais prendre 1 minute pour y réfléchir. Comment se fait cette équation? Moi, depuis que je suis toute petite, il y a une injustice du monde qui m'interpelle. Ça, c'est sûr que je ne peux pas rester insensible. Mon premier réveil spirituel, entre guillemets, c'est des années 70. La télé venait d'arriver. C'était des images d'enfants du Biafra qui étaient en train de mourir de faim avec les grosses bedaines. Ça, c'était ma première prise de conscience. En fait, la spiritualité, c'est le terrain de jeu dans lequel tous peuvent exister de façon égale. De façon extérieure, il y a encore tellement d'inégalités sur la planète. Il y a encore tellement d'exploitation des femmes. Alors que lorsqu'on ose tourner le regard vers l'intérieur de soi, on retourne à notre propre essence, qui est à la fois unique et différente de tout le monde. On est tous reliés ensemble. Pour moi, le féminin dans mon cheminement spirituel aussi, c'est ce que je partageais avec Éric, c'est que j'en arrive à une étape de ma vie où je me rends compte que ce qui prime maintenant, c'est d'honorer tout ce que j'ai reçu. J'ai reçu tellement, j'ai reçu beaucoup. Et le féminin, la femme, puis quand je parle de féminin, ça exclut pas les hommes. C'est une partie de nous. Je pense que je vais digresser un peu. On vit dans un monde extrêmement masculin. Le masculin qui est très dans la performance, dans la compétition, dans la vitesse, dans la rapidité, dans l'exécution, par rapport au féminin qui est plus dans la réceptivité, qui est plus dans la lenteur, qui est plus le réceptacle des expériences, qui est plus la douceur, qui est plus le caring, le taking care en anglais. Donc, il y a comme tellement un grand déséquilibre et je pense que le summum de ce déséquilibre-là est illustré très bien par notre président voisin chez les États-Unis. Je pense que ça, c'est l'apogée c'est l'anti-féminin et que le féminin devient, à quelque part, la seule ressource disponible pour trouver un sens à travers tout ça. Le seul cheminement possible de retourner à l'intérieur de soi et de se positionner et d'entrer dans ce que j'appelle les petits gestes qui lorsqu'on répète, c'est ça qui vient nourrir la vie, c'est ça qui vient nourrir le quotidien. C'est ça qui vient faire la différence, une pensée à la fois, comme dans la méditation, et un petit geste à la fois. Donc, c'était quoi la question? C'est à peu près ça, l'équation que tu fais entre être une femme, le vivre intérieurement d'un point de vue spirituel, puis qu'est-ce que tu ressens quand on parle de la Journée internationale de la femme, quoi?
OK. Tu es parti de l'injustice, de sentir qu'il y avait quand même une place dans le regard intérieur. Ce que j'aime bien, c'est la distinction entre son identité extérieure de femme, Oui. mais quand on retourne vers un regard plus spirituel, on reste femme, mais on est peut-être différent aussi. On est moins inégal. On est moins inégal. Puis lorsqu'on fait cette introspection, puis ce travail intérieur avec soi, il y a, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais il y a comme une responsabilité qui vient avec. C'est comme on ne peut pas rester indifférent, on ne peut pas être des actrices, des acteurs juste à regarder sans tomber dans l'agir. Puis je pense qu'une des caractéristiques du féminin, c'est d'être capable de... Je donnais l'image de la matrice, non pas la matrice physique, qui, elle aussi, contient le féminin d'une autre façon, qui donne la vie, mais vraiment la matrice spirituelle qui, elle, rend possible... Puis d'ailleurs, on parlait de famille tantôt, puis une des choses que j'ai faites abondamment, puis que je faisais encore pour essayer de créer une famille avec 2 enfants, avec un passé lourd, j'ai tellement fait de visualisation à tous les jours pour visualiser l'harmonie. Puis croyez-moi, il n'y en a pas eu beaucoup au départ. Pour visualiser l'amour, pour visualiser les fils qui s'entremêlent, le tissage profond des cœurs, des âmes, des corps. Donc, je pense que pour répondre à ta question, c'est le pouvoir de la visualisation, la matrice qui est capable de tout contenir, qui est capable d'accueillir les différences, qui est capable d'accueillir les expériences, qui est capable d'accueillir le meilleur comme le pire. Et dans cet espace-là de visualisation, d'introspection, de méditation, peu importe comment on l'appelle, il y a tellement de création là-dedans parce que, vous savez quoi, ça marche. Ben oui, ça marche. On visualise, puis ça finit par marcher. Tu m'as dit que tu faisais ça également pour les levées de fonds avec oui, la responsable de la fondation, donc il faut qu'elle aille chercher des sous. Je dis, comment tu fais? Elle dit, je le visualise, puis ça rentre. Oui, il y a des gestes concrets, évidemment. Oui, il y a des gestes concrets. Il faut passer à l'action, mais c'est vrai que je prends du temps pour visualiser l'abondance, puis pas tellement l'argent comme redonner au suivant, redonner aux enfants. Moi, je suis convaincue, il y a tellement d'argent dans nos sociétés, il n'y a pas de raison que ça ne circule pas puis qu'il y ait tellement d'écart. Donc, au niveau énergétique, c'est pareil, on visualise, puis ça finit par créer quelque chose. Si je reviens à la notion de femme, on va s'entendre, on parle de féminin, de masculin, mais on n'exclut pas le fait que des hommes peuvent être très féminins et des femmes peuvent être très masculines aussi. On a beaucoup d'exemples de femmes qui ne seraient vraiment pas représentatives des qualités que tu décris. Et il y a des hommes qui ont aussi énormément des qualités. Donc, on s'entend tous là-dessus. Oui, OK. Je me suis mis en rose aujourd'hui, d'ailleurs. C'était mon seul petit moment. Je me suis quand même dit que j'allais avoir une touche féminine. Je vous l'avais promise la semaine dernière, n'est-ce pas? Bon, ça va. Cela étant dit, moi, et je te pose la question vraiment... On sait que dans la méditation ici, le Raja Yoga, on essaye d'aller au-delà de la conscience d'être un homme ou une femme, d'être conscient d'être une âme, comme tu disais, l'aspect spirituel. Donc, tout en étant conscient de cela, d'accord, mais je reste quand même conscient d'être un homme qui demande à une bonne amie, mais aussi à une femme, quand est-ce que tu te sens très féminine? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des moments en toi où tu te dis, ah, je suis vraiment une femme, hein? Enfin, j'imagine que tu dis ça, mais comment est-ce que on vit? Et c'est pour ça que je demande ça en tant qu'homme, qui n'est donc pas une femme. Comment tu te dis des fois, ouais, ça c'est féminin, ça c'est vraiment ce qui me représente comme femme, c'est ce qui m'habite comme femme, c'est ce qui me définit comme femme, puis c'est ce que j'aime de mes qualités féminines. Ça fait un sens comme question? Oui, ça fait du sens comme question. Quand est-ce que je me sens le plus... C'est sûr que tu faisais référence à ces femmes qui ont beaucoup de qualités masculines. J'en ai pas mal aussi. J'ai de la drive, j'ai tout ça. J'en ai probablement eu trop. Il y a probablement eu un déséquilibre à quelque part dans ma vie. Et que pour moi, c'est certain que le défi de maternité, là, tu ne peux pas faire autrement que de te sentir une femme parce que au quotidien, c'est hyper exigeant. Comment je me sens... En fait, c'est une légèreté. Je pense que ça vient avec une légèreté, la fluidité, la femme qui danse, le mouvement, qui accueille la vie, qui est capable de... Contrairement au masculin qui est peut-être plus carré, plus cartésien, il y a comme une
une création en continu dans cet espace de féminin. Moi, j'ai des bons indices. J'ai longtemps eu des douleurs chroniques qui vont et qui viennent. Puis quand j'ai mal, c'est toujours quand je suis dans ma tête et je ne suis pas dans mon intuition. Et dans mon corps, quand je suis dans ce féminin-là, dans cet espace-là, il n'y en a pas de douleur. Donc, c'est comme un espace où on ne lutte pas. Ouais, c'est là que je me sens le plus dans mon espace de femme. C'est quand je ne lutte pas contre la réalité, quand je n'essaie pas de nager à contre-courant, mais quand vraiment je suis plus dans un espace de création avec ce qui vient au fur et à mesure, sans jugement. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, là. Éventuellement, on y arrive. Je n'y suis pas encore rendue. Oui, c'est vraiment la légèreté. Je me lève de bonne humeur. Il y a comme une légèreté et il y a comme une non-discrimination par rapport à l'importance des choses à faire. Ou faire à manger, c'est aussi important que d'aller chercher 25 000 $. C'est comme, il n'y a pas de hiérarchie dans cet espace de féminin. Tout est à ce niveau-là et s'embrasse comme ça, tout ensemble. Là. Tu fais allusion justement à une levée de fond ou cuisiner. Est-ce que tu trouves que tes qualités féminines, souvent, te sont utiles et te font dire « Ah, ça c'est un atout que j'ai » et tu t'en sers consciemment, sachant que c'est ta qualité féminine? Certainement plein de fois. Certainement. À part ton charme et ton... Merci. Dans mon travail, oui, c'est sûr, parce que des collègues de fond, il y en a des centaines, il y en a des milliers. Et c'est toutes des bonnes causes. Il n'y a pas de mauvaises causes, il y a juste des bonnes causes. Donc, à quelque part, si je veux que ça fonctionne, il faut que je trouve une façon unique, une façon qui me ressemble. Je pense que il y a beaucoup là-dedans de féminin. C'est notre capacité, là, je ne suis pas en train de répondre à ta question, mais je vais y revenir. C'est notre capacité à vivre hors norme. Parce qu'on est dans une société très normativée, en tout cas, vous savez ce que je veux dire. Et le féminin qui est fluide, qui est comme l'eau, qui est en mouvement, qui danse, il ne fit pas dans une norme, il ne fit pas dans une case comme ça. Il y a besoin de plus d'espace pour se déployer. Et je pense que dans mon travail, c'est cet espace-là pour se déployer qui permet d'essayer de faire les choses différemment. Et tu parlais tantôt de la grand-mère qui va rencontrer le chef d'État. Quand je rencontre les gens, je demande, c'est rare que je demande de l'argent, je demande jamais de l'argent, ou pas jamais, mais rarement, mais c'est d'arriver à créer une relation. Moi, j'aime dire qu'on fait de la philanthropie du cœur, on fait quelque chose du cœur. Ce qu'il faut, c'est toucher le cœur de l'autre. À quelque part, si les valeurs de l'autre peuvent matcher avec les miennes, c'est là qu'il va faire que les gens vont avoir envie de s'engager sur le long terme, sur le court terme et tout ça. Mais tout ça sans attendre, sans préméditation. Donc, c'est vraiment créer des relations, la capacité à entrer en relation et la philanthropie, comme ça se fait de plus en plus, comme je la pratique. La philanthropie, c'est offrir de la joie. Donc, c'est offrir d'espoir, c'est offrir des bons moments, c'est offrir des nouveaux horizons, c'est offrir quelque chose qui va permettre à l'autre de s'épanouir encore plus. Mais quand on fait ça avec cette approche-là, il n'y a pas un être humain qui n'a pas envie d'offrir de la joie à quelqu'un. Fait que, Ça, c'est contagieux. Qu'est-ce que tu admires quand si je pense toujours un peu à ce qui te définit au niveau de tes valeurs, au niveau de la femme en toi, en réaction à la Journée internationale des femmes, dans toute ta vie, est-ce que tu as eu des modèles féminins? Est-ce qu'il y a des femmes qui t'ont inspiré? Et si oui, qu'est-ce que tu as vu en elles? C'est quoi qui t'attirait en elles, qui sont devenues des valeurs ou des références, des points de repère importants dans ta vie? Des questions difficiles ce soir. On n'a pas prémédité tout notre truc. On a vraiment un grand plaisir à manger nos asperges, notre brocoli et notre truc. Puis on a réglé en 2 minutes. On dit on parle de quoi ce soir? On dit bon, la Journée mondiale des femmes. Ah ben c'est bon, c'est fait. C'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé. J'arrive avec des grosses questions profondes. Tu sais, Donc les femmes que tu as vues, qu'est-ce qui t'inspire? Les valeurs que tu as été chercher chez des modèles? Je pense que la première femme qui m'a vraiment inspirée, qui a vraiment eu de l'impact, c'est... C'est ta mère.
Bien sûr, c'est ce que je pensais. Voilà, je te sauve, hein? Ma mère qui est un modèle de courage, qui a élevé seule 5 enfants. C'est pas rien, élever seule 5 enfants. Puis avec... Pas n'importe lesquels, hein, quand même. Et donc, c'est du courage quotidien. C'est beaucoup de petits gestes, beaucoup de patience et d'impatience aussi. Non, je parlais des qualités positives que tu avais chez les femmes. Un de mes premiers modèles féminins, c'était... il y a eu Judith Jasmin, grande journaliste. La valeur qui me fait vibrer le plus, et ça, c'est encore vrai aujourd'hui, c'est probablement lié aussi au voyage, moi, c'est la liberté. Moi, c'est vraiment la liberté. Et à l'époque, si j'ai choisi d'être journaliste, c'était pour servir, entre guillemets. Bon, aujourd'hui, je dirais que c'est peut-être un peu prétentieux, mais cette liberté-là, je pense que... Et j'ai toujours essayé de faire du journalisme avec du sens, avec des valeurs, même quand je faisais des nouvelles, des écrasements d'avions. J'essayais toujours de trouver quelque chose qui faisait du sens. Donc, Judith Jasmin était un beau modèle dès le départ. Chez les Brahma Kumaris, le modèle que j'ai eu, en fait, celle qui m'a accroché au Brahma Kumaris, c'est Jayanti, sœur Jayanti. Y a-t-il une photo d'elle ici, quelque part? Non? Non, elle n'est pas... ouais. Qui, pour moi, était, bon, la beauté, le charme, l'intelligence, la profondeur, le charisme et tout ça. Donc, la liste est longue. Et Jayanti, c'était la dirigeante, elle est toujours la dirigeante vraiment des Brahma Kumaris en Europe. C'est une des femmes les plus impliquées, je pense, au niveau de la direction des Brahma Kumaris aujourd'hui. Puis c'est vraiment notre porte-parole. Dès qu'on a besoin de quelqu'un, vraiment, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de faire 3 heures d'entrevue avec elle récemment aux États-Unis. C'est une des femmes, probablement, j'estime, la plus articulée dans... On lui pose n'importe quelle question, c'est un régal vraiment de voir sa réflexion tout au long de sa vie. Donc, c'était le modèle que tu as connu à Londres, parce qu'elle dirigeait beaucoup tous les Brahma Kumaris en Europe. Que j'ai côtoyé, oui. Plus récemment, il y a une amie qui est proche, Denise, qui, pour moi, incarne tellement bien le féminin par l'équilibre des valeurs, capable de prendre sa place, capable d'intégrité, capable de vérité, capable de compassion, capable une grande créativité. Vraiment, donc, ces valeurs-là. Dans les autres personnages connus, j'essaie de penser à des gens qu'on pourrait connaître. Il y en a sûrement. Il y a une journaliste française, Françoise... tu dois la connaître, c'est sûr que tu dois la connaître. Je la connais très, très bien, oui. Mais elle est connue comme Françoise, d'ailleurs. Oui, oui. C'est ces femmes qui incarnent la liberté, qui, avec un degré de responsabilité, sont capables de rester hors norme. Je pense que ça revient souvent dans mon discours, hors norme. Comment est-ce que tu as vécu ça, le fait, des fois, de sentir que, justement, l'identité féminine se butait à une réalité contraignante qui brimait sans doute ta notion de liberté, qui venait contredire ta volonté d'aller à contre-courant ou d'être libre dans ton choix? Comment est-ce que tu as vécu ça des fois? Bien, je me souviens que jeune fille, adolescente, il y avait comme une rage à l'intérieur de moi qui était hors de question, que c'est pas parce que j'étais une femme que j'allais pas faire ce que j'avais à faire, puis que j'allais me restreindre dans mes élans. Bon, cela étant dit, partir de la rage, c'est pas un bon espace pour évoluer spirituellement, mais c'était là au départ. Le fait d'être une femme dans une vie personnelle, quand on voyage comme je l'ai fait, c'est sûr que ça demande une conscience de sécurité. Moi, j'ai toujours incité quand je voyage. Je ne me suis pas sentie menacée souvent, mais j'ai toujours pris soin de me retrouver dans des endroits où je ne me sentirais pas menacée. C'est sûr, puis j'ai voyagé beaucoup tout seul, puis ben oui, je suis blonde, puis je suis grande, fait que c'est ça. En Inde, ça passe pas inaperçu, au Cambodge non plus, puis au Pérou non plus, ça passe pas inaperçu. Donc, il y a toute dans ma tête, il y a eu aussi beaucoup de visualisation, mais il y a vraiment une responsabilisation où j'ai été chanceuse, j'ai été protégée.
Mais aussi, j'ai pris soin consciemment de ne pas me ramasser dans des trous, de faire du pouce à des heures descentes. Mais vraiment, et ça continue à m'habiter aujourd'hui. Même quand je voyage, aujourd'hui, je voyage plus avec mon mari ou avec mes enfants. Pour moi, la sécurité, et je pense que c'est une des caractéristiques du féminin aussi, cette capacité d'accueillir, de se sentir en sécurité partout. Ça m'a probablement coûté plus cher qu'un homme de voyager. Ça m'a probablement demandé plus il y a des endroits où je ne pourrais jamais aller toute seule. C'est clair que j'en suis consciente aussi. Donc, dans ce sens-là, oui, il y a eu beaucoup de... Dans le rapport à l'autre, même ici au Québec ou en France ou en Angleterre, le rapport à l'autre, est-ce que tu sens des fois où tu as un feeling en toi, te dire, ben voyons, c'est-tu parce que je suis une femme que l'autre réagit comme ça, ou est-ce que c'est... Ça, je dois dire que je connais pas beaucoup ça. C'est peut-être mon passé brahmien, ou je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai pas beaucoup, très, très peu été dans des rapports de séduction avec les hommes. Je sais que il y a possibilité d'avoir beaucoup de gains extérieurs. Donc ça, je suis pas allée dans cet espace-là souvent. Est-ce qu'il y a des choses qui t'indignent aujourd'hui encore, comme femme? Est-ce que tu te retrouves confrontée à... Ah, tout le temps. Ah, moi, okay. Ça, indigné, oui, ça, je suis née là-dedans. Donc, puis, la rage est évoluée. Oui, puis à quelque part, elle me fait agir. Tu sais, bon, là, je vais parler du Cambodge parce que je connais le pays. Mais on a quelques projets humanitaires là-bas. De savoir que si on n'aide pas ces petites filles-là, automatiquement, se ramassent dans un bordel à 7-8 ans, oui, ça m'indigne. Je suis pas immunisée contre ça encore. Malgré la loi du karma, malgré toute la compréhension, ça continue à m'indigner et à penser qu'il y a des choses à faire. Continuer de penser que des femmes au Québec qui sont moins bien traitées que des hommes. Continuer de penser qu'il y a tellement d'abus physiques, d'abus sexuels, même chez nous. J'ai 2 amis avocates qui travaillent pour les enfants de la DPJ, justement. Mais tout ce que les petites filles subissent encore aujourd'hui, comme... il y a comme parfois un sentiment que les hommes pensent qu'ils peuvent automatiquement dominer les femmes. Puis ça, c'est pas juste... C'est aussi chez les grands de ce monde là, que parfois cette pensée-là. Donc ça m'indigne encore beaucoup. Ça m'indigne encore beaucoup qu'on donne moins de place aux femmes qu'aux hommes. Oui. Mais ce qui m'indigne le plus, c'est le sort des petites filles dans... je ne sais pas quel pourcentage, mais un grand pourcentage des pays de la planète où leur avenir, leur présent, leur avenir ne leur appartient pas. Ça, moi, ça m'indigne beaucoup. De savoir que tu vas être vendu, de savoir que tu n'as pas de choix de décider qu'est-ce que tu vas faire de ta vie. Ça, oui, ça m'indigne encore. J'ai eu l'occasion de t'observer, te transformer. Pendant quelques décennies, on s'est regardé l'un et l'autre, on s'est aidé l'un et l'autre, on s'est... traversé des belles périodes. Oui, on a vécu des choses. Étant voisine, connaissait beaucoup ma vie. Et oui. On était tous les deux dans la quête de performance spirituelle, d'attitude. On visait l'excellence, évidemment, personnelle, intérieure. On le fait toujours. Et j'étais connu avec des grandes périodes de doute, d'angoisse, de difficultés intérieures. Aujourd'hui, je te redécouvre encore comme une femme beaucoup plus épanouie, libre, heureuse, confiante en toi, beaucoup plus apte à prendre des décisions avec une affirmation exceptionnelle. Comment tu as fait pour passer de l'ombre à la lumière, de traverser autant d'épreuves, parce que je pense qu'on est tous un peu comme ça, on vit des fois des moments de très grande inquiétude. Tu te demandais même, qu'est-ce que je dois faire, demain c'est quoi, ici c'est où. Puis aujourd'hui, là, ça y est, t'es parti fusée, destination, planète Eugénie. Qu'est-ce qui t'a aidé à traverser tous ces passages difficiles? Ben, vieillir. Vieillir. Ben, on a tous de l'espoir à ce niveau-là. Ça va bien. Il faut juste rester dans le même corps et garder juste le bon corps. Ça va marcher. Oui. Donc, qu'est-ce qui m'a aidé
sortir du moule. Pour moi, comment je peux dire ça? Oser. Je suis pas encore à 100% dans la lumière, mais ça s'en vient. Disons qu'on va vers le bon chemin. Il y a comme un lâcher-prise, il y a comme une confiance qui s'est établie. Il y a comme le courage de ne plus subir mes ombres, mais plutôt de les accueillir, de leur faire de l'espace, d'arrêter de me battre contre ce que je suis. J'ai plein de défauts. J'ai plein d'obsessions, C'est là, ben oui, c'est là, mais je choisis de vivre autre chose. Je choisis de mettre de l'avant d'autres valeurs. Je pense que j'aurai toujours des doutes, puis j'aurai probablement toujours des moments de torture intérieure aussi. C'est qui je suis. Sauf qu'aujourd'hui, ils ne sont plus à l'avant-plan de ma vie. C'est vraiment, il y a comme un lâcher-prise. C'est sûr que 12 ans de méditation intense, ça aide beaucoup à se découvrir. Il y a comme, à la fois, le paradoxe, un sentiment d'urgence, puis je suis tellement pas pressée. Les deux cohabitent ensemble. Tu sais, la vie, c'est maintenant, donc il faut vivre, il faut être heureux là. Et en même temps, je ne peux pas me dépêcher à être heureuse. Ça ne marche pas, se dépêcher à être heureux. En tout cas, moi, ça n'a jamais marché. Fait qu'il y a comme un abandon naturel. Et comme, je reviens encore à cette notion de fluidité où je pense qu'il y a une confiance, un lâcher-prise. La vie ne m'a jamais laissé tomber. Pourquoi commencer aujourd'hui? Il y a pas de... Tu sais, quand on y pense dans mes grands moments de doute, dans mes moments difficiles, la vie a toujours été là. Mon problème à moi, c'est quand j'essaie de contrôler, quand j'essaie de définir d'avance ce que ça devrait être, la couleur, la forme, la façon dont ça devrait être présenté. Là, ça devient problématique parce que ça devient rigide, ça devient contrôlé, puis il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça. Alors que lorsqu'on lâche prise sur la forme et le comment, à ce moment-là, ben, il n'y a plus ces doutes-là. Je sais pas, est-ce que ça fait du sens? Oui, ça décrit exactement comment tu es arrivé là où tu es arrivé maintenant. J'ai promis à Eugénie qu'on allait être bref, comme on essaye de le faire maintenant les mercredis. Avant de vous inviter à méditer et de remercier Eugénie, je voulais voir, est-ce qu'il y en a qui ont une question brûlante ou une pensée qu'ils aimeraient vraiment exprimer afin de relancer Eugénie sur un autre thème ou une autre pensée? Je vais vous demander juste de prendre le micro, comme ça on pourra vous entendre. Merci. Lorsque tu fréquentais le centre, tu nous parlais d'une amie que tu as accompagnée à travers son parcours jusqu'à la fin de sa vie. Oui. Puis comment tu as passé à travers ça et comment tu vis avec ça aujourd'hui? Avec le décès de mon ami? Oui, parce que tu l'as accompagnée pendant Oui, longtemps. je l'ai accompagnée. Ben, en fait, je pense que c'était un cadeau de l'accompagner. Ça m'a vraiment plongée à l'intérieur de moi. Et finalement, le passage, c'est juste une seconde, tu es là, puis l'autre seconde, tu n'es plus là. Fait que c'est... Il y a comme... Je reviens à mon urgence de vivre, tu sais. Je suis pas... Mon âme est peut-être éternelle, mais dans ce cas-ci, elle ne l'est pas. Tu sais, c'est comme... Le temps passe drôlement vite. C'est ce qu'on se connaît depuis longtemps. Tu sais, c'est comme on est rendu avec des rides et tout. À peine. Alors... quand on rit, ça. Ouais, donc pour moi, c'est un privilège de l'accompagner jusqu'à la fin. Puis c'était au même moment où je faisais la série documentaire sur la mort à Radio-Canada. Ça a tout duré 1 an. Fait que le jour, je travaillais sur la mort, puis le soir, j'accompagnais quelqu'un vers la mort. Fait que c'était une période assez intense, là, je me souviens. Mais c'était un beau moment de transmutation, d'alchimie intérieure, où finalement, ben, tu reviens à l'essentiel. Tu trouves des moments de paix là-dedans aussi? Ah, je suis complètement en paix avec... oui, non, je lui parle de temps en temps. Puis, oui, non, je suis complètement en paix par rapport à ça. C'est ses choix. Je ne l'ai pas toujours été. Mais elle a fait ses choix. Puis, notre vieil ami, le père Lacroix, qui est mort récemment, il racontait que... On lui avait posé la question sur l'aide médicale à mourir. Puis Benoît étant toujours très diplomate, mais en même temps, lui-même, il a dit, Eugénie, il a dit, il y a des choses
que nous, on n'a pas à décider, qu'il faut s'en remettre au plus grand que soi. Fait que, non, ça, je suis en paix avec son départ à elle. Il y a pas... C'était un beau moment. Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce que trouvez-vous que c'est difficile d'un jour par rapport à votre expérience? Est-ce que ça a été difficile pour vous, par exemple, de rester vraiment, de faire appel à votre énergie féminine plutôt que... Parce que dans un monde où on est tout le temps appelé à être forte, à être finalement à se comporter entre guillemets comme des hommes, est-ce que vous avez vécu ça comme c'était un défi de finalement rester femme? Si oui, comment vous avez fait pour finalement revenir à la vraie nature ou à l'énergie féminine plus que de se comporter comme des hommes pour vivre dans la société actuelle, au fait? Ben, en fait, je pense qu'on est dans une société où quand même on a de la latitude, les femmes, beaucoup plus qu'ailleurs. J'y arrive vraiment pas tout le temps. Moi, j'ai une énergie masculine assez présente, mais j'ai un contexte de vie. Pour moi, ce qui me ramène le plus à cette énergie-là, ben, c'est la respiration puis la méditation. Respire, on prend 3 minutes, on se ressente, on vient à l'intérieur de soi, puis automatiquement, c'est ce qui est là, c'est l'énergie féminine. Wow, on change de vitesse. Wow, les moteurs, on n'aborde pas ça de cette façon-là. Donc, pour moi, la méditation, la présence, ça me ramène dans mon énergie féminine. Et c'est un choix. C'est vraiment un choix. Puis j'ai vraiment un karma avec les hommes, c'est difficile. Mais j'ai grandi avec 4 frères. Je voulais adopter 2 filles. Je me retrouve avec 2 garçons. Donc, j'ai 3 hommes à la maison. Donc... Oups! Donc, j'ai quelque chose à comprendre. À quelque part, si je veux créer l'équilibre, il faut vraiment que mon énergie féminine puisse exister. Sinon, imaginez, il y a 3 testostérone d'une maison, c'est assez. Il faut beaucoup de... Je pense que c'est notre responsabilité de faire le contrepoids. Et c'est vrai aussi au travail. Dans mon cas, au travail, je suis chanceuse parce que j'ai de la latitude et je travaille avec des gens très bien. Comment on se retrouve, je pense à ça, tu nous décris ça. Moi, je pourrais décrire l'inverse. J'ai été élevé avec ma mère et 2 sœurs. Et quand j'ai voulu devenir un homme et j'ai lu du John Bradshaw qui parlait d'affirmer ses valeurs masculines, etc., je suis rentré dans les Brahma Kumaris, qui était une organisation dirigée par les femmes. Et je me suis fait dire, écoute, hein, c'est les femmes d'abord, et toi, ton rôle, c'est de mettre les femmes devant. Oui, il y a des choses comme ça. Je pense qu'on a tous à apprendre de la vie. Je pense que je vais en conclure qu'on doit vivre ce qu'on doit vivre et qu'il n'y a rien qui arrive comme ça. On est façonné, toi, tu es façonné en tant que femme dans un monde masculin. Oui, très masculin. Et moi, j'ai dû découvrir ma masculinité dans un monde de femmes. C'est une belle image. Mais tu dis ça, puis je voyais le calque, je me dis, tiens, c'est bizarre, j'ai comme le feeling d'un négatif positif. Oui. L'âme n'a pas de sexe. À la blague, s'il en a un, il est tout petit, mais en tout cas... il n'en a pas. C'est-à-dire que l'âme peut vivre sans identité féminine ou masculine. Nous, ce qu'on aime, je pense, et tu l'as aussi vécu dans les Brahma Kumaris, on aime beaucoup l'image du dieu Narayan chez les Brahma Kumaris, qui est un espèce de... C'est pas qu'on le vénère, mais c'est une image hindouiste qui est très intéressante, qui est un être, en fait, un peu androgyne avec 4 bras. Et souvent, les gens disent, qu'est-ce qu'il fait avec 4 bras? Puis nous, on dit, en fait, il y a 2 bras pour l'homme, 2 bras pour la femme. Et ce qu'on découvre beaucoup en méditation, tout en honorant, je pense, les valeurs féminines et les valeurs masculines. Parce que les valeurs masculines peuvent être très belles aussi. Et on en a besoin. Et on en a besoin. Et j'ai assisté à plusieurs ateliers, séminaires, retraites pour hommes, d'ailleurs. J'ai moi-même animé des retraites pour hommes. Et c'est des très belles choses qui se passent. Je pense c'est juste que des fois, on est mêlé un peu, on est mélangé dans certaines identités. Mais de redécouvrir en soi et ses valeurs féminines et ses valeurs masculines. Et je pense de savoir bien les exploiter en fonction aussi du rôle qu'on joue. Un homme qui aime ses valeurs masculines peut en bénéficier et les utiliser, les exploiter à bon escient, sans brimer ni ses valeurs féminines et surtout pas celles des autres. Et inversement, j'ai trouvé que chez les femmes qui, des fois, comme vous disiez, devenaient aussi plus masculines des fois que des hommes, ça ne réglait rien du tout. Tu sais, c'est loin de là de régler quoi que ce soit.
Alors que des femmes qui étaient très à l'aise dans leur identité féminine et qui présentaient cette identité féminine, tout à coup devenaient en soi une réponse, une solution à un problème, comme un peu je sais pas, un peu de l'huile là, dans un engrenage où tu dis ah ok c'est ça qui change. Parce qu'on voit tous les scénarios, hein, des hommes qui s'entretuent entre eux, des femmes qui s'entretuent entre elles, les hommes et les femmes et les hommes. Une fois, on a voulu faire dans une compagnie que je ne peux pas nommer, un reportage sur la violence faite aux hommes par les femmes. Oh boy! Là, j'ai cru que j'allais me faire tuer par ma patronne. Il y en a. Mais c'était dur, on n'a jamais pu faire. Hein. Mais les hommes génèrent encore 95% de la violence. Oui. Bien sûr, mais ce que je veux dire, on voulait juste dire, est-ce qu'on peut parler aussi de l'autre? Mais c'était impossible. Hein? On n'a jamais fait ce reportage. Alors, il y a une très grande complexité, je pense, qui ne peut pas se régler. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de... Puis il n'y a pas de réponse. C'est un terrain glissant, etc. Là où, moi, ce que j'aime beaucoup de ce que tu as dit tout à l'heure, c'est quand on revient dans son regard intérieur, qu'on laisse de côté un peu notre identité extérieure, on retrouve une neutralité qui nous fait en sorte que tout est permis. C'est qu'on peut être soi-même, non pas soit comme une femme qui ne peut pas vivre sa féminité correctement, ou comme un homme qui abuse de son identité masculine. Et dans mon cas, en tant qu'homme, dans une organisation principalement féminine, dans laquelle on nous dit beaucoup en tant qu'homme, ben, en fait, ton ego, là, peux-tu régler le problème? En gros, c'est un peu ça. C'est la même chose pour les femmes. Ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps en tant qu'homme pour se dire que OK, il y a un travail à faire. Et moi, j'ai toujours aimé, très honnêtement, dès que je suis rentré dans les Brahma Kumaris, ce que j'ai aimé, c'est justement, peut-être par souci d'élégance ou de comment on appelle ça, le gars qui est très gentleman, qui est vraiment, qui aime honorer la femme, dans le sens où de dire, de respecter, c'est plus que de la galanterie, mais la galanterie spirituelle. Et je trouve que quand il y a une réciprocité, l'harmonie s'établit. Mais elle nécessite dans les deux individus un équilibre masculin-féminin. Et je pense que une identité féminine brimée qui veut se venger n'a rien de très constructif. Une identité masculine qui n'est pas consciente de son abus n'a rien de constructif. Mais quand les deux sont un peu en thérapie, je trouve que ça peut donner un très bon mariage dans lequel l'homme devient plus féminin, la femme devient plus féminine. Et je pense que c'est là où on a un équilibre. Et c'est vrai qu'il y a un déséquilibre sociétaire évident, ça c'est clair. On est à contre-courant. Moi, j'ai regardé aujourd'hui toutes les données à plein de niveaux. J'ai même voulu présenter une vidéo ce soir qui est hallucinante sur les femmes versus les hommes, puis on est encore tellement loin. Il n'y a pas d'égalité, ça c'est clair. Mais on se demande en tant qu'être spirituel, et je pense que c'est le but des Brahma Kumaris aussi, de se dire qu'est-ce qu'on fait en tant qu'homme, en tant que femme? Comment est-ce qu'on rééquilibre? Et pour moi, en tant qu'homme, ça a été de revaloriser beaucoup tout ce qu'il y a de beau chez la femme, sans en être un séducteur, ni un possesseur, ni un contrôleur, ni un dirigeant. Ni un démagogue. Non, et ça, c'est dur pour une énergie masculine qui a tendance à vouloir contrôler. Mm-hmm. Mais quand l'équilibre se fait, et je pense que ça ne peut pas se faire chez un homme sans qu'il soit en contact avec sa femme intérieure, et je pense que ça donne des belles évolutions aussi. Moi, je connais beaucoup de gens, surtout en milieu spirituel. C'est vrai qu'on voit que beaucoup d'hommes en spiritualité sont souvent plus tendres, quand même, plus ouverts, plus disponibles à accueillir la féminité. Ça donne des belles équilibres, des beaux équilibres. C'est quelque chose qui peut être très, très, très beau. Mm-hmm. Mais c'est un gros travail. C'est pour ça que je t'ai posé des questions sur ton travail intérieur. Je côtoie de très près des femmes haut placées dans une compagnie qu'on ne peut pas nommer, qui doivent se battre pour leur salaire, pour leur égalité, et c'est dur. C'est une société. Le Canada a beau être un des meilleurs pays au monde où vivre, on est loin encore si on rentre dans le peuple autochtone, on a des gros problèmes au Canada encore. Oui. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté l'offre délicate de venir sur ce terrain glissant qui est le discours
Mais en même temps, tu l'incarnes très bien. Et je pense que te connaissant et sachant combien tu as réussi à t'épanouir comme femme, comme âme, j'ai toujours aimé ce mot en français. C'est joli que la femme intègre l'âme. Tu sais, c'est une femme. L'homme, c'est un peu le homme. Tu sais, on est le. Chantez encore le homme. On travaille là-dessus. La femme l'a bien intégrée, elle est déjà l'incarnation de l'âme, donc c'est bien. Oui, puis c'est important en tout cas pour moi, c'est important de ne pas réprimer ma féminitude, ma féminité, ma femme. L'âme vit très bien dans un corps de femme. On va lui souhaiter d'y rester longtemps et que ces rides ne soient que simplement une décoration et une peinture sur une âme riche. Et les vieilles âmes sont très belles aussi, alors on Merci. adore les vieilles âmes. Ne dit-on pas une âme? Une âme, tout à fait. Un ami? Une amie. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation aussi à tous et chacun merci d'être là. Réfléchir un peu. J'espère que ça éveille en nous. Le but, encore, on le souligne tous les mercredis, c'est juste de ne pas annoncer aucune vérité, mais simplement éveiller en nous des réflexions, des pensées différentes, juste la notion de réfléchir à ce thème pour ensuite, pendant la semaine, d'être conscient de cette identité. Alors, je pense que chacun, on observera différemment notre comportement, notre identité. Et de s'en nourrir tous les jours. Oui. Alors, reviens nous voir plus souvent. Avec plaisir. Merci. Puis je vous inviterai à terminer peut-être avec quelques minutes de méditation collective. Merci encore et bonsoir tout le monde. Bonsoir. À très bientôt. On se retrouve dans les